Bonjour à toutes et à tous. Toute l'équipe de la Fondation Alpha Omega vous souhaite la bienvenue dans ce lieu assez magistral, je dois dire, du Philantrolab. D'ailleurs, je vous invite à découvrir ce lieu qui est un lieu de découverte de la philanthropie et de toute forme d'engagement. Donc il y a 2000 m² dédiés à ce sujet-là. Je remercie aussi le Philantrolab pour leur accueil. Et pour nous avoir donné la possibilité d'organiser cet événement en son sein. Je voulais aussi vous remercier d'être venus ce matin et d'avoir bravé ce temps hivernal et d'être avec nous tôt aujourd'hui. Alors je me présente, moi je suis Léo Lamboulet, directeur d'investissement social à la Fondation Alpha Omega, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cette première édition des matinales de la Venture Philanthropie. Alors les matinales de la Venture Philanthropie, qu'est-ce que c'est ? Ça a pour vocation de vous faire découvrir le mode de fonctionnement de la Venture Philanthropie au travers de retours d'expérience de celles et ceux qui la pratiquent. Alors l'idée, c'est de vous proposer un format qui se veut vivant, qui va s'articuler autour de discussions avec une association, un mécène de compétences et un collaborateur de la Fondation Alpha Omega, qui ont ensemble réalisé un chantier de structuration. Donc l'idée qu'on a, c'est de vous proposer ces rendez-vous de manière trimestrielle, et donc les thématiques vous seront bien sûr communiquées par voie de nos newsletters. Alors ce qui va nous occuper ce matin, c'est le sujet du plan de croissance. Alors on a décidé tout naturellement de commencer par ce sujet-là, parce que pour nous, il nous semble être le point de départ, vraiment la phase préalable et indispensable à toute volonté de changement d'échelle. Alors nous commencerons cette matinée par la présentation de la Fondation Alpha Omega et de la vision de son fondateur et président, M. Maurice Chéniaud, à mes côtés. Puis j'aurai le plaisir d'accueillir Adeline Mongruet, directrice générale d'Entreprendre pour Apprendre France, et Stéphane Bazoche, managing partner de Moniteur Deloitte, autour d'une table ronde où nous discuterons du plan de croissance de l'association Ambition 2023 qu'on a construit ensemble. Cette table ronde durera 45 minutes et nous poursuivrons après par une clôture des débats par Elisabeth Elkrief, la directrice générale de la Fondation Alpha Omega. Et nous terminerons par une série de questions-réponses d'environ un quart d'heure. L'idée, c'est de vous libérer pour 10 heures. Je vais laisser la parole à M. Maurice Chéniaud, fondateur et président de la Fondation Alpha Omega, pour les mots d'introduction. Merci Léo et merci pour cette initiative. Donc je vais être assez bref. En fait, il y a 12 ans, puisque j'ai créé la Fondation Alpha Omega il y a 12 ans, en 2010, au moment où je me retirais d'Apax Partners. Et en tant qu'entrepreneur, je me disais je veux créer quelque chose dans l'intérêt général. Et je me suis interrogé en disant qu'est-ce que moi je sais faire. Moi, ce que je sais faire, c'est lever de l'argent. Ce que je sais faire, c'est sélectionner des entrepreneurs, c'est les aider à grandir, etc. Et je me suis dit, pardon, je suis un peu loin. Et je me suis dit, finalement, pourquoi je fais pas le même métier que j'ai toujours fait dans le private equity, mais au lieu d'accompagner des entreprises à but lucratif, d'accompagner des associations, voilà. Mais avant de me lancer, quand même, je me suis dit, il faudrait quand même que je regarde ce qui existe aux États-Unis, en Grande-Bretagne, etc. Et j'ai découvert que j'avais réinventé la poudre, que ça existait déjà, ça s'appelait la venture philanthropie, et que c'était déjà théorisé par les profs d'Harvard, etc. Et alors, en quoi se distingue la venture philanthropie de la philanthropie traditionnelle, si je puis dire? Le facteur différenciant majeur, c'est que la plupart du temps, aujourd'hui, les donateurs aiment financer des projets. Une salle d'hôpital, un matériel. Si on lutte contre la faim, on paye 10 €, ça permet de nourrir d'un enfant pendant X semaines, etc. Et donc, la plupart des donateurs aiment donner de l'argent à des associations qui sont redistributrices. Et donc,
Ce dont ils ont horreur, c'est ce qu'ils appellent les frais généraux, c'est ce qui est prélevé entre les 100 qu'ils ont donnés et ce qui est redistribué. Cet écart-là leur fait peur. Or, la venture philanthropie prend le problème strictement à l'envers. Elle part du principe qu'une association, c'est une entreprise, et que pour que cette entreprise soit efficace, eh bien, il faut qu'elle ait une équipe de direction, qu'elle ait des systèmes, qu'elle ait des méthodes, etc., de la recherche et développement. Donc, en réalité, il faut investir dans la structure. Ce que les autres appellent frais généraux, dans la venture philanthropie, on dit investir dans la structure, capacity building. Et en réalité, c'est ça le facteur différenciant majeur, c'est que l'argent que nous donnons, nous, n'a pas pour objet, bien sûr, la finalité, c'est que l'association a une mission, elle a un but, mais pour que ce but soit réalisé, il faut qu'elle ait une équipe de direction, qu'elle ait une efficacité, etc. Et donc, le mode d'action de la venture philanthropie en découle, c'est-à-dire non seulement il faut apporter de l'argent aux associations, mais il faut leur apporter du mécénat de compétences. Si on n'apporte que de l'argent, c'est totalement inefficace. Il faut apporter argent et comment dirais-je, et conseil. Et donc, c'est sur ce schéma-là que j'ai bâti la Fondation Alpha Omega. Et donc, c'était très simple pour moi, puisque c'était ce que j'ai fait pendant 40 ans chez Apax. Donc, j'ai transposé le modèle Apax sur la venture philanthropie. Alors, avec une différence majeure, c'est que bien évidemment, on n'a pas les mêmes moyens, d'une part, et puis d'autre part, dans le cas d'Apax, on est actionnaire majoritaire des sociétés, et donc là, par contre, dans les associations, nous devons nous imposer par notre compétence et l'apport que nous faisons, puisqu'on n'a pas un pouvoir décisionnel dû par la structure du capital, etc. Donc le modèle de la Fondation Alpha Omega, il est simple, c'est de dire on va sélectionner un nombre très très limité d'associations, et on a choisi comme thème la réussite scolaire et l'insertion professionnelle des jeunes issus de milieux modestes. C'est ça et on a retenu comme géographie uniquement la France. Et troisième choix que nous avons fait, c'est de faire une association nouvelle par an pour concentrer nos ressources sur un nombre limité d'associations. C'est sur ce modèle-là que nous sommes partis, avec un élément supplémentaire qui partait de l'idée que, au-delà des ressources propres de la Fondation, qui se composent d'une part, bien évidemment, l'argent que nous avons chaque année pour allouer aux associations, et d'autre part l'équipe, puisqu'aujourd'hui la Fondation a une équipe d'une douzaine de personnes à plein temps qui accompagnent les associations et qui est composée en gros de 3 directeurs d'investissement, dont Léo est un des 3, et d'autre part de responsables de fonctions transverses, fundraising privé, fundraising institutionnel, communication, ressources humaines. Et donc, sous la houlette, bien évidemment, de la directrice de la Fondation. Donc, au-delà des ressources propres de la Fondation, le modèle que nous avons construit était aussi de dire on va faire effet de levier sur ce que fait la Fondation, en s'appuyant d'une part, en allant chercher d'autres fondations et en leur disant, puisque nous faisons un travail très approfondi de sélection des associations, de diligence pour décider de les accompagner, et puis derrière ça, on fixe avec elles, on prend un engagement sur 5 ans et on définit ensemble des objectifs que nous souhaitons atteindre, c'est-à-dire que les associations elles-mêmes prennent des engagements et nous prenons des engagements réciproquement en termes de leur apporter des ressources et des moyens, etc. Donc, sur la base de ces engagements-là, nous cherchons à faire effet de levier de 2 façons. D'une part, en voyant d'autres fondations, en leur disant, écoutez, venez accompagner financièrement les associations que nous avons sélectionnées, puisque nous faisons tout le travail à la fois de sélection de ces associations et de mesure de leur impact. Donc, on essaye pour chaque euro que la Fondation apporte aux associations de trouver d'autres fondations qui viennent abonder ces euros que nous apportons. Et puis d'autre part, pour accompagner le mécénat de compétences de notre équipe, eh bien, nous faisons appel au plus grand cabinet de conseil de la place. Et ce soir, aujourd'hui, vous allez avoir, dans l'exemple qui vous est présenté aujourd'hui, moniteur de Deloitte qui a accompagné l'association Entreprendre pour apprendre. Et donc, nous faisons effet de levier également avec les plus grands cabinets de conseil qui interviennent pro bono
à nos côtés pour accompagner les associations. Ce qui fait que pour chaque euro que la Fondation elle-même déploie, eh bien, il y a 4 euros qui viennent abonder nos efforts. Alors, tout ça, c'est très bien, tout ça, c'est la théorie, si je puis dire, mais après, il fallait passer de la théorie à la pratique, et je suis très heureux que Léo ait organisé cette réunion aujourd'hui, parce que nous sommes en terrain complètement inconnu, c'est-à-dire que on ne peut pas aller quelque part et dire, tiens, ben voilà, comment font-ils? C'est nous qui sommes les précurseurs, c'est nous qui sommes innovants, et donc c'est nous qui devons tous les matins inventer notre mode de fonctionnement. Et notamment le mode de fonctionnement le plus compliqué, le mode, je dirais, le mode de fonctionnement de nos experts sectoriels, fundraising privé, fundraising public, etc., est relativement simple. On comprend bien que on aide à recruter des fundraisers dans les associations, on les aide à mieux travailler, etc., etc. Donc leur rôle est assez clairement facile à exploiter. Par contre, le rôle des directeurs d'investissement social, qui est d'accompagner de A à Z les associations pour les aider à réaliser leurs plans ambitieux de développement, est un mode de fonctionnement très compliqué à mettre en œuvre. Et donc, tous les jours, on fait du essai-erreur pour essayer de comprendre comment travailler plus étroitement avec nos associations. Et vous allez en voir un exemple aujourd'hui après 12 ans d'efforts et de recherche, voilà où nous sommes arrivés aujourd'hui, et on n'est qu'au début du chemin, voilà, sur ce processus. Donc en résumé, et je voudrais conclure là-dessus, au départ, quand nous avons créé la Fondation, il y a 12 ans, l'idée importante, c'était de dire, on va accompagner une association pendant 5 ans, et puis elle sera plus performante au bout de 5 ans, puis au bout de 5 ans, comme on le fait dans le private equity, on sortira de cette association, puis on en accompagnera une autre, et ainsi de suite. Au bout de 5 ans, on avait réuni à peu près 5 associations. On s'est dit, dans cet univers-là, tout est assez lent, et donc 5 ans, c'est trop court, il faut prolonger. On a prolongé nos engagements de 5 ans supplémentaires, etc. Et au bout de 10 ans, on s'est aperçu qu'on avait réuni 7 associations, 6 dans le domaine de la réussite scolaire, et ces 6 associations sont toutes complémentaires les unes des autres, puisqu'elles vont depuis l'acquisition des fondamentaux, lecture, écriture, calcul, etc., jusqu'à l'orientation professionnelle. Et même une association œuvre pour rendre les enseignants plus performants, puisqu'on sait que c'est une des faiblesses du système éducatif français. Et puis on a 2 associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion professionnelle. Et d'un seul coup, on s'est dit, mais est-ce que finalement, et le hasard ou la science ou que sais-je, ont fait que ces associations sont les leaders dans leur segment de marché, sont toutes des très grandes associations, puisque collectivement, les 6 associations qui œuvrent dans le domaine de la réussite scolaire accompagnent environ 350 000 jeunes et 50 000 enseignants. Donc, on s'est dit, où est-ce qu'on va aller chercher d'autres associations qui vont être aussi performantes, aussi dynamiques, etc. Et à ce moment-là, on a changé notre fusil d'épaule avec Elisabeth et l'équipe, et on a dit aujourd'hui, notre souci n'est plus bien sûr, c'est de faire en sorte que ces associations soient plus performantes les unes par rapport à ce qu'elles étaient au moment où nous sommes entrés, mais on s'est donné comme ambition, en fait, de résoudre le problème du décrochage scolaire. C'est-à-dire, on va faire travailler ensemble toutes ces associations, ces 6 associations qui œuvrent dans le domaine de la réussite scolaire, pour faire en sorte que ces 100 000 décrocheurs qui sortent chaque année, eh bien, on réduise ce nombre de façon significative sur la période. Donc aujourd'hui, quand nous vous présentons vis-à-vis de vous, eh bien, aujourd'hui, on a une ambition pour la Fondation, pour les 10 ans qui viennent, et de faire travailler ensemble toutes nos associations pour que collectivement, elles parviennent à réduire ce nombre de décrocheurs. Voilà ce que je voulais vous dire en guise d'introduction, et je donne la parole à Léo. Merci. Merci beaucoup Maurice pour ces mots d'introduction et d'avoir partagé avec nous votre vision de l'aventure philanthropie.
Donc pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, voilà, on a une ambition qui est forte, qui est de résoudre le décrochage scolaire en France en accompagnant le passage à l'échelle des grandes associations éducatives. Mon rôle dans tout ça, donc je vous ai dit mon titre, qui est directeur d'investissement social. Qu'est-ce que ça signifie en réalité? En réalité, c'est 2 missions. La première, c'est de m'asseoir avec les dirigeants et dirigeantes d'associations et de les aider à construire ce fameux chemin, ce plan de croissance qui va mener à la massification de leur action. Et après, c'est de travailler avec les équipes sur la réalisation des chantiers qui composent ce plan. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est la première partie qui est la construction de ce plan de croissance. Parce que ce que je dis assez schématiquement à l'association que je suis, c'est qu'il faut un objectif pour avancer et il faut une méthode pour réussir. Schématiquement, c'est ça un plan de croissance. C'est pour ça aussi qu'on se fait aider par des experts qui vont un peu plus loin. Mais donc pour en parler, pour parler du plan de croissance d'Entreprendre pour apprendre Ambition 2023, je vais demander à Aline Mongruet, directrice générale de l'association Entreprendre pour apprendre France, de me rejoindre, et Stéphane Bazoche, managing partner de Monitor Deloitte. Ouais, au milieu, ouais. Très bien. Bon, mais je vais faire comme ça. Merci à vous d'être ici ce matin. Alors, avant de rentrer dans le sujet du plan, je voudrais revenir un petit peu avec toi, Adeline, sur les prémices de cette construction, ce qui nous ramène en 2020. En 2020, où tu m'avais parlé de cette forte volonté de l'association EPA de se doter d'une ambition forte de développement qui était marquée par cette atteinte de ce chiffre de 100 000 bénéficiaires. À quoi je t'ai répondu, incroyable. Je crois on était à l'époque 40 000, 100 000, voilà, c'est ça qu'on cherche ensemble. Et du coup, comment vous êtes arrivé à ce chiffre-là? Comment vous allez faire? Quelles actions vous avez construites autour de ça? Et là, tu m'as répondu, pour l'instant, on n'a rien. On a une ambition. J'ai dit, ah chouette, il va falloir bosser sur le comment. Et donc, on a commencé ensemble un travail préliminaire qui avait 2 objectifs. Le premier, justement, c'était de sensibiliser les associations régionales à la nécessité, justement, de se doter d'un plan de croissance pour rendre cette ambition crédible et atteignable. Et le deuxième point, c'était de travailler sur la tête de réseau et ce besoin peut-être de faire évoluer les actions pour être en capacité de porter le plan de croissance. Donc est-ce que justement tu pourrais nous raconter un peu toute cette phase préliminaire, les discussions qu'il y a eu avec la fédération, les limites que vous avez eues dans cette démarche, le rôle que la Fondation a joué dans tout ça, et in fine, en fait, qu'est-ce que vous recherchiez au travers d'un accompagnement comme celui de Monitor Deloitte. Et je suis parti bille en tête, mais j'ai pas commencé par l'essentiel. Est-ce que tu pourrais nous présenter un petit peu l'association Entreprendre pour apprendre, son action et le bénéfice qu'elle a auprès des jeunes? Merci à tous. Oui, je vais vous présenter l'activité et puis en vous la présentant, je pense que vous allez comprendre la complexité du plan d'action et du plan de croissance. Donc Entreprendre pour apprendre, c'est une fédération d'associations. Donc on a 16 associations régionales sur le territoire qui sont indépendantes, avec donc un président bénévole, un conseil d'administration bénévole, une équipe de permanents et puis des bénévoles qui déploie le projet pédagogique, et donc une tête de réseau dont le métier est d'accompagner les associations régionales au-delà du programme pédagogique qu'elles déploient pour qu'elles puissent accompagner plus de jeunes de manière significative au fil du temps. Donc en 2 mots, nous on déploie un programme pédagogique qui s'appelle la mini-entreprise, qui s'adresse aux jeunes de 9 à 25 ans, qu'on déploie, c'est un projet collectif, on le déploie à l'école grâce à un agrément avec l'Éducation nationale, dans les structures d'insertion, en milieu rural, en milieu carcéral. Dès lors qu'il y a un encadrant, qu'il y a un groupe de jeunes et qui veut faire de la pédagogie active entrepreneuriale, on peut intervenir sur un format qui va d'une journée à 60 heures, sachant que sur les 30 000 jeunes que nous accompagnons chaque année, il y en a 70% qui font le programme long. Le programme long, c'est permettre à un groupe d'en moyenne 18 jeunes de partir d'une feuille blanche et de créer intégralement un projet de mini-entreprise. Donc ils vont vraiment trouver l'idée, la matérialiser, lever des fonds, des avances remboursables à hauteur de 5 €, concrétiser le projet,
et puis le commercialiser, le promouvoir lors de manifestations régionales, puisque l'ancrage pédagogique, il est vraiment sur les territoires. C'est très important pour nous parce qu'on n'a pas la même problématique jeunesse quand on est en Guadeloupe, en Île-de-France ou en Centre-Val de Loire. Et donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un projet très très ancré sur les territoires. Du coup, il y a une particularité pédagogique qui vient amener une autre petite complexité à ça, c'est qu'on a donc les encadrants qui sont ceux qui décident de lancer le projet, c'est forcément une approche collective pour les jeunes, et on fait venir avec l'encadrant des mentors qui viennent du monde de l'entreprise, parce que l'idée c'est vraiment de travailler sur ce rapprochement des mondes. C'est pas juste de faire un programme pédagogique un peu sympa, c'est vraiment que l'école et le monde économique, parce que ça peut être tant l'entreprise privée que l'entreprise ou les structures publiques, voire même les deux, que ces mondes-là se rencontrent et qu'on casse un peu le parcours de j'étudie, je m'oriente, je travaille, et si à un moment je dévisse dans ce parcours, c'est un peu plus compliqué, et ça l'est encore plus quand je suis un jeune ayant des difficultés. Donc nous, l'idée, c'est vraiment de travailler sur cette rencontre, et donc pour chaque projet pédagogique, il doit y avoir des mentors qui viennent du monde de l'entreprise ou du monde des collectivités. Donc évidemment, on a, comme vous connaissez le milieu associatif, des enjeux permanents de déploiement, de levée de fonds, d'intégration des projets au sein de l'école. On a du coup évidemment le rythme scolaire qui fait que il faut qu'on soit là quand l'année se lance, et donc on a un rythme assez soutenu. Et puis des logiques territoriales très différentes, des équipes de taille variée, des compétences variées. Et c'est quand il s'agit de définir un plan de croissance, on a toujours la question entre est-ce que je pense à mon territoire, est-ce que je prends de la hauteur et je me rends compte que je fais partie d'un réseau et que du coup il y a sûrement des bonnes pratiques qui sont mises en place dans un territoire et dont je peux m'inspirer. Il y a des profils de jeunes très différents, donc il y a vraiment tous ces enjeux et cet écosystème qui est très riche en termes d'impact sur les jeunes, puisqu'on voit que la mini-entreprise, elle aide à la persévérance scolaire, elle développe les soft skills, elle aide à l'orientation active, à l'entrée sur le monde du travail. Mais pour ce faire, on a quand même construit un mode opératoire qui est assez complexe et qui a des effets bénéfiques, mais le mettre en œuvre, c'est particulier. Donc pour sortir un peu de notre réalité du terrain, un jour on s'est dit, et qu'est-ce qu'il faudrait faire si on voulait accompagner 100 000 jeunes ? Et bim, là, on a sorti vraiment des idées, ça a levé les freins puisqu'on était à peu près à 40 000. Donc on s'est dit, ah bah super, 100 000, on peut rêver, inventons plein de choses. Et déjà ça avait provoqué quand même quelques questions sur il faut qu'on se pose, qu'on voit un peu mieux nos pratiques, qu'on harmonise notre communication, qu'on digitalise nos programmes. Donc il y avait déjà eu des sujets très ambitieux qui avaient été lancés avant 2020 quand on a décidé de prendre cette hauteur de vue, et toujours main dans la main avec la fondation. Et puis un jour, il y a eu cette fameuse question, genre, mais comment vous avez fait pour calculer les 100 000 ? Ah ben non, on n'a pas calculé les 100 000. On a dit, si on fait une séance de créativité, on va dire 100 000 pour avoir pas de limite. Elle me dit non mais ok, mais comme on avait vraiment une croissance assez forte avant la crise sanitaire, on a dit maintenant il faut poser est-ce que vraiment c'est 100 000 ou est-ce que c'est 80 ou est-ce que c'est 150 ? Bon là évidemment c'est un peu plus compliqué. Je pense que toutes les associations elles sont capables de faire une stratégie à 1 an. Quand on commence à vouloir aller plus loin, il faut avoir le temps de se poser, les compétences pour le faire. Et puis donc, finalement, c'est pratique d'être très occupé, d'avoir plein d'enjeux comme ça. On se dit, mais évidemment que je pourrais faire ma stratégie à 3 ans, mais j'ai juste pas le temps. En fait, c'est pas si simple. On sait bien faire une stratégie d'1 an basée sur le terrain que les associations connaissent extrêmement bien. Mais après, on est dans un milieu très mouvant. Donc voilà, on a un jour dit comment est-ce qu'on pose des chiffres et une méthode sur ce sujet. Et le premier challenge, c'est que les associations régionales ont dit « Ok, on veut bien le faire, mais on ne voudrait pas que ça parte de la tête de réseau. On voudrait être formé à le faire hyper bien pour ensuite le faire interrégion, pour ensuite le faire tous ensemble. » Donc on s'est dit d'accord, donc je suis venue voir Léo, je lui ai dit c'est très sympa de vouloir comme d'habitude nous soutenir, mais en fait il va d'abord falloir soutenir les 16, et donc comment est-ce qu'on fait ? Et je crois que c'est là qu'on est arrivé là où on est arrivé. C'est à peu près ça. Et donc du coup finalement effectivement ce travail qu'on a fait ensemble et à travers aussi d'ateliers avec l'association régionale a permis justement de cadrer un peu le besoin de l'association. Et cette envie, ce besoin de prendre du recul, d'être accompagné dans cette réflexion de construction de l'ambition. Donc maintenant qu'on avait dit ça et qu'on leur avait suscité l'envie, il a fallu trouver un partenaire. C'est là où on est allé voir Deloitte et donc qu'on leur a présenté l'approche Venture Philanthropie, le projet EPA.
et donc on leur a proposé donc d'accompagner l'association dans la construction de ce plan. Et est-ce que, Stéphane, tu pourrais justement nous dire comment vous avez reçu cette sollicitation, quels ont été les éléments clés qui vous ont fait accepter de participer à l'aventure, et je fais toujours mes questions à rebours. Et peut-être avant ça aussi nous dire quelques mots sur la politique d'engagement de Deloitte en matière d'égalité des chances. Oui, et peut-être d'abord je vais me présenter rapidement parce que moi je m'appelle Stéphane Bazoche, donc je dirige une activité au sein de Deloitte, mais Deloitte est une grande maison, puisque dans le monde il y a 350 000 personnes chez Deloitte, c'est absolument gigantesque, et moi je dirige pour la France et pour l'Europe une activité qui s'appelle Monitor Deloitte, qui est une activité de conseil en stratégie. Donc on conseille généralement les très grandes entreprises sur leur stratégie. Et au sein de Deloitte en France, il y a une fondation, la Fondation Deloitte, qui est très impliquée dans l'éducation. On intervient au niveau des collèges, des lycées et post-bac sur plein de belles initiatives. Et la personne qui dirige la fondation, un jour, est venue me voir et m'a dit « Écoute Stéphane, on a cette demande d'Alpha Oméga. » J'ai dit « C'est quoi Alpha Oméga ?» Première question. On a cette demande d'Alpha Oméga et je me demande si c'est pas dans vos cordes, parce qu'il y a le mot stratégie, stratégie de croissance dans le brief, qui d'ailleurs était très très bien fait. Et donc j'ai regardé, j'ai lu avec attention le brief qui avait été réalisé par Léo, je pense en tout cas par Alpha Oméga, que j'ai trouvé extrêmement clair, et je me suis dit mais c'est une évidence, il faut absolument que ce soit pour nous, pour Monitor Deloitte, pour Deloitte en général, il faut absolument qu'on puisse accompagner Entreprendre pour apprendre et Alpha Oméga, et ce pour plusieurs raisons. D'abord parce que tout ce qui est stratégie de croissance, c'est notre bread and butter dans notre équipe, donc on est absolument qualifié pour faire ça, on a des approches, on sait faire, et d'ailleurs je pense que en ce sens il y a un super fit avec l'approche de changement d'échelle d'Alpha Oméga. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, parce que nos consultants ont envie de faire ce type de projet, ont envie de faire des projets pro bono, d'avoir de l'impact en dehors de la sphère corporate, en dehors des grandes entreprises, d'avoir un impact sociétal. Et c'est important qu'on puisse aussi leur fournir ce type d'opportunités. Important en termes pour être très pragmatique, en termes de rétention, de motivation, mais aussi de recrutement. C'est un argument de recrutement qu'on puisse participer à ce type de projet. Ensuite, moi je trouvais que la thématique de l'éducation, du décrochage scolaire, de l'égalité des chances est idéale pour notre activité de Monitor Deloitte, de conseil en stratégie, parce que chez Monitor, on recrute des jeunes qui sortent de l'école, mais qui sortent, qui par définition ont particulièrement réussi leur parcours scolaire. Parce qu'ils sortent des plus grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, et parmi ceux-là, on sélectionne les meilleurs. Donc c'est vraiment ceux qui ont tout réussi. Donc pouvoir donner en retour et participer à cette question d'égalité des chances, moi ça me semble absolument pertinent et idéal. Et puis enfin le dernier point qui me semblait pertinent, c'est que c'est autour de la thématique de l'entrepreneuriat. Deloitte, 350 000 personnes, mais paradoxalement c'est une entreprise extrêmement entrepreneuriale. Chaque associé porte son activité avec les consultants dans un projet collectif, mais de façon super entrepreneuriale. Et donc pour moi, pouvoir participer et contribuer au projet d'Entreprendre pour apprendre était particulièrement pertinent. Merci Stéphane pour ton témoignage et l'engagement que tu portes, et Deloitte aussi, à la cause de l'éducation, de l'entrepreneuriat, tu l'as dit, et d'avoir de t'être aussi laissé séduit par cette proposition et cette mission dont on va parler et qui a été, il me semble, un succès. Donc merci beaucoup. On va avancer un petit peu et on va passer à la phase de cadrage de la mission. Je voulais vraiment aussi insister là-dessus parce que je pense que tout le monde le sait dans cette salle. Dans tout projet, la phase de cadrage, c'est une étape clé.
Et c'est une étape clé en plus dans le contexte qui nous occupe parce que Monitor Deloitte devait appréhender quand même l'univers associatif, le contexte particulier et tu l'as dit Adeline, d'une association qui est constituée en fédération. Et donc l'importance d'avoir ne serait-ce que ce fil culturel, comprendre les multiples enjeux que comporte une fédération. Donc voilà, je voulais m'arrêter un petit peu sur cette étape-là et vous entendre pour savoir comment ça s'était passé, les rencontres, et aussi peut-être parce que ça, voir si ça a pu jouer, en quoi selon vous l'approche Venture Philanthropie, qui est justement marquée par ce triptyque association, mécène de compétences et fondation Alpha Omega, permet de faciliter en fait cette phase préparatoire. Qui veut s'y coller? Je commence. Ok. Encore une fois, je vais commencer par ta dernière question, peut-être, parce que moi, il me semble que le dispositif ne peut fonctionner justement que par ce trio. C'est-à-dire qu'en fait, le rôle d'Alpha Omega, on le comprend très très rapidement, était absolument essentiel dans notre fonctionnement. Pourquoi? Parce que d'abord, nous, on n'a pas l'habitude de travailler avec des associations comme Entreprendre pour apprendre. Donc on a besoin qu'on nous explique, qu'on nous guide, qu'on nous aide, et qu'on nous aide à naviguer, qu'on nous donne le vocabulaire, le langage qui fonctionne, qu'on nous explique aussi comment on peut apporter le maximum de valeur dans ce contexte, dans cet environnement particulier associatif. En général, et pour Entreprendre pour apprendre en particulier, qui est, comme tu l'expliquais, quand même une structure un peu particulière. Ça, c'est le premier point. Et puis, par ailleurs, il me semble important aussi que Alpha Omega, enfin, il m'a semblé essentiel qu'Alpha Omega puisse expliquer à Adeline, expliquer à Entreprendre pour apprendre, de quel type de valeur ils peuvent attendre d'un cabinet de conseil comme le nôtre, parce que c'est pas évident. Les associations n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec des cabinets de conseil. Je pense qu'il y a beaucoup, même dans le monde de l'entreprise, beaucoup de clients qui ont une courbe d'apprentissage, donc qui se plantent peut-être au début quand ils font appel à des cabinets de conseil et qui sont un petit peu déçus du résultat. Et donc être capable de faire ce lien, c'est absolument essentiel. Je pense que Léo et Alpha Omega étaient la clé de voûte, si je puis dire, du dispositif. Après, sur la partie cadrage, on y a passé beaucoup de temps. Et on y a passé beaucoup de temps, mais c'était important. Et je vous remercie tous les deux d'ailleurs pour la patience que vous avez eue avec nous, de prendre ce temps dans un premier temps en comité très très réduit pour nous expliquer comment ça fonctionne, nous expliquer qu'est-ce que vous attendiez du projet, la définition du succès du projet, pour qu'on puisse avec vous élaborer une approche qui convienne et qui ait le maximum d'impact. Après, je pense que ce qui a été très très important aussi dans le dispositif, assez rapidement, toujours dans cette phase de cadrage, mais qu'on a commencé un petit peu à élargir, c'était la création de ce qu'on a appelé l'équipe cœur. L'équipe cœur, c'était notre francisation de l'expression core team en anglais. Donc c'est pas forcément la traduction, mais ça nous semblait sympa, l'équipe cœur. Donc on a élargi à d'autres personnes chez Entreprendre pour apprendre, Alpha Omega et Monitor Deloitte, pour avoir une équipe projet qui s'approprie le projet avec nous, qui nous aide à finaliser l'approche et à mettre les choses en place. Donc tout ça, encore une fois, sur cette partie de cadrage, on y a passé du temps, mais c'était vraiment essentiel pour définir à la fois le plan de travail et aussi et surtout le mode de travail qui était absolument essentiel dans le succès du projet. Merci Stéphane. Adeline, tu veux dire quelques mots dessus? Oui, je rajoute juste un petit mot, mais c'est vrai que rien que quand on démarre sur la note de cadrage, donc quand Léo me dit, écoute, on va essayer de convaincre, de vous accompagner, est-ce que tu peux me préparer une note de cadrage? Très bien. Et puis, elle est super,
ça t'embête pas si je la retravaille un peu? Et donc, on voit tout de suite qu'en effet, il y a eu, je pense, un travail de traduction et d'alignement des besoins. Donc moi, je n'ai vu que la partie qui m'a concernée, mais j'imagine bien qu'il y a aussi eu d'autres échanges pour apprendre à deux mondes qui se connaissent pas à parler ensemble, en fait. Et quand on n'a pas eu la chance d'être accompagné, c'est même dur d'identifier ses besoins parce qu'on se rend pas compte de ce qu'on est capable d'obtenir. Il y avait des moments, c'était vraiment une espèce de liste au Père Noël, quoi. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu rêves d'avoir? Je disais, mais ça marche pas comme ça. Si, on va essayer de faire en sorte que ça marche comme ça, mais de bien faire matcher les besoins dans une structure dans laquelle j'ai pas de rapport hiérarchique pour dire aux associations, allez-y, venez dans le plan. Donc, on va pas se mentir quand on dit, on va faire venir des gens sur de la stratégie qui viennent d'une entité aussi reconnue que celle-là. Les associations, elles se disent, c'est un audit. Non, c'est pas un audit. Et puis, on sait qu'on va se retrouver face à des gens qui sont meilleurs que nous d'entrée de jeu sur le sujet sur lequel ils viennent, parce que c'est pour ça qu'on les fait venir. Et donc, pour que ça marche, il faut être capable de dire, voilà ce sur quoi je ne suis pas très bon. Donc, au-delà de ça, il y a toute une construction, il y a une relation de confiance et je pense que la partie humaine, elle a énormément joué. Et donc, évidemment, le fait d'arriver pour nous avec Alpha Omega, sachant que toute l'équipe de permanents a déjà travaillé avec toute l'équipe de la Fondation sur des sujets de levée de fonds, de communication, qu'on a déjà fait des séminaires de quelques jours où on est allé sur des sujets un peu touchy, qui ont montré des choses qu'on faisait pas bien, mais qu'on l'a fait positivement, dans une logique apprenante. Je pense que du coup, c'était le socle. Et en se disant, cette relation, elle vient par l'intermédiaire de la Fondation, ça a vachement rassuré les équipes qui se sont dit, OK, allons sur ce chantier qui a été fait dans un temps hyper court et hyper dense par vous. Donc nous, on se disait, c'est incroyable, parce que du coup, chaque région a été accompagnée, mais on y reviendra. Et donc, je pense que ça, c'est aussi vraiment important, c'est qu'on a gagné un temps infini et en traduction de deux mondes qui n'avaient pas l'habitude de faire ensemble et en volonté humaine et en sentiment de confiance d'avancer sur ce sujet qui était un peu épineux pour nous. Merci à tous les deux. Je voulais peut-être souligner un élément, Stéphane, que tu as dit et d'ailleurs vous remercier pour ça parce que c'est un apport méthodologique que vous avez proposé pour l'équipe Cœur qui était ces rendez-vous hebdomadaires. D'ailleurs, Étienne Hélin, un des consultants avec Axel, c'était je crois à 8h tous les mardis, très tôt pour que tout le monde soit disponible. Et ça a été une des clés de la réussite, de garder ce lien, de pas le perdre, d'encourager le dialogue, d'expliquer vraiment ce qui s'est passé, de pouvoir d'avoir cette possibilité d'être agile et peut-être de bouger un petit peu la mission et les enjeux en fonction de ce que vous rencontriez. Donc ça c'est une clé de la méthode que je voulais partager, qui était extrêmement, qui paraît un peu bête, qu'on peut dans un premier temps rejeter en disant ça va, on en a assez des réunions, un par semaine c'est beaucoup, mais ça a été une des clés de la réussite selon moi. On va continuer à avancer, on va rentrer dans le cœur du sujet, le déroulement de la mission et son impact. Donc je pense qu'il est important de rappeler, mais tu vas le dire Adeline, c'est ce contexte vraiment particulier de cette association en fédération. Et finalement, ce qui je pense est intéressant, c'est de savoir quel a été vraiment l'apport de Deloitte sur une construction qui a été multiple. Ce plan national, comment faire adhérer toute une fédération alors qu'il y a des enjeux territoriaux qui sont différents, comment après décliner tout ça en stratégie régionale et aussi faire émerger un rôle fort de la tête de réseau pour porter tout ça. Ça a reposé beaucoup sur la méthode, je pense, puisqu'on est vraiment parti des régions, c'est ce qu'elles avaient demandé. Est-ce que quelqu'un voudrait nous aider à être plus fort? Et puis après, on est plus fort tous ensemble. Donc je pense que ce qui était super, c'est d'avoir les mêmes personnes, la même méthode, les mêmes outils dans chaque région, ce qui fait qu'on garde les spécificités territoriales, mais par contre, on a un cadre qui est le même. Et donc ensuite, quand on agglomère toute cette multitude de stratégies. Déjà, je pense que ça permettait aux équipes de Deloitte aussi de challenger un peu les associations régionales entre elles, parce qu'au bout de 2-3 associations, il y avait déjà des choses qui ressortaient. Et on a du coup obtenu un plan qui est vraiment la somme des plans de région et qui n'est pas un plan national dans lequel certaines personnes ne se reconnaîtraient pas. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on peut vraiment travailler sur l'apport de la tête de réseau pour aider les régions à avancer dans ce plan.
Donc c'est hyper ambitieux pour changer la manière de penser et se dire qu'on est vraiment un réseau tous ensemble. Et en même temps, chaque région y trouve son intérêt. Parce que je pense qu'à des moments où les acteurs auraient pu douter, ils se sont dit, mais au pire, je repars avec mon plan de développement qui, au-delà d'être construit, outillé, etc., est un vrai plan simple en 10 slides que les associations peuvent même utiliser dans leur quotidien pour aller dire, mais regardez l'ambition que j'ai sur mon territoire. Et donc, je pense qu'il y avait aussi tous ces petits succès. C'est qu'il y avait un intérêt déjà pour la région qui se disait, OK, j'y passe du temps, ça me challenge, mais même si on va pas au bout, ça m'aura aidé. Ensuite, on a fait des ateliers interrégions avec des profils de régions équivalents. Et donc, ça a beaucoup challengé sur les bonnes pratiques. Chacun a pu enrichir son plan. Et ensuite, maintenant, on est à la phase où on se dit, OK, on n'est plus une somme de régions, on est un réseau avec des spécificités régionales. Et donc, comment est-ce que tous ensemble, on va se mettre à travailler en réseau pour aller plus loin dans ce plan de croissance? Et donc, la méthodologie et encore une fois, le côté humain, parce que toutes les régions, elles se sont bien rendues compte que les équipes y passaient beaucoup de temps. Et donc, il y avait le temps homme à distance, parce que c'était une période particulière sur la mise en œuvre. Et après, il y avait les temps de production et on a reçu des documents des heures. On a bien compris que voilà, c'était pas un faux accompagnement. Les gens, ils y ont vraiment passé beaucoup de temps et on a été traité comme une priorité, quoi. On n'est pas du tout senti que c'était hop, il y a quelqu'un qui a 2 heures, on va faire ça, puis on se reparlera la semaine prochaine, quoi. Donc je pense que tout le monde s'est surinvesti là-dedans, parce que la méthode, elle était très proche des attentes de tous les acteurs. Et pour juste avant de passer la parole à Stéphane, est-ce que tu pourrais peut-être illustrer ton propos en trouvant une thématique sur laquelle Moniteur Deloitte, par son approche de consultant, vous a fait vraiment changer de pratique? Parce que cette idée, elle est là derrière, c'est de se dire, on a des envies, mais on n'a pas forcément de savoir comment on va la faire, quelle méthode appliquer. Et là, vous vous êtes dit, ah ouais, du coup, ils nous ont appris à faire différemment. Là, on sent qu'on est beaucoup plus armé pour aller plus loin et développer notre activité. Des sujets, il y en a plein, mais si je prends celui qui est le plus d'actualité, donc nous, on intervient beaucoup dans les établissements scolaires, mais dans des filières très différentes, dans le général, dans le pro, dans des classes différentes, avec du coup des temps dédiés différents, la capacité de faire entrer la mini-entreprise dans des matières ou dans des créneaux horaires différents. Avajourd'hui, on traite une demande quand elle est entrante, et puis on va voir les établissements qu'on avait déjà vus. Les régions, elles n'avaient pas pris le temps de se poser la question de la fidélisation, de la saturation, de l'emplacement des établissements, de comment être plus efficace dans l'approche. Donc en fait, c'est vraiment, j'ai envie de dire, des approches stratégiques métiers avec un vocabulaire presque business, hein. Donc il faut pas oublier que c'est au service de l'intérêt général, mais si on s'intéresse pas sur quelles sont les attentes du client, on en a plein des clients, on a l'encadrant qui veut faire le projet mais qui a besoin d'être aidé, on a le bénéficiaire final, on a l'acteur public, on a le partenaire. Donc quelle est l'attente du client? Si d'un coup mon facilitateur permanent il est vendeur, est-ce qu'une entreprise elle enverrait quelqu'un vendre une fois là, puis une fois à 150 km, puis une fois à 300, et en se disant, du coup, quel est le retour sur investissement du temps consacré? Donc, c'était ces logiques-là, c'était de se dire, attention, on rentre dans un vocabulaire qui, pour certains acteurs associatifs, dit, oulala, est-ce qu'on est en train de dévier de nos valeurs? Et c'était vraiment de se dire, non, c'est au service de l'accroissement de l'activité et du plus de jeunes accompagnés qu'il faut entrer ces logiques métiers et parfois ces notions un peu d'efficacité. Sur un ratio 80-20, il y a toujours des choses qu'on fait parce qu'on a envie de les faire et parce que c'est le rôle de l'intérêt général aussi d'adresser des gens, même si ça rentre pas parfaitement dans les cases, mais en tout cas de le faire beaucoup plus pour être capable de massifier l'activité. Effectivement, il y a eu ce grand débat que je laisserai à l'état de questionnement. C'était, est-ce qu'il faut mieux avoir un impact diffus en plantage de drapeaux ou alors concentrer un impact sur un territoire défini? Voilà, c'était un peu toutes les questions qui drivaient les actions de développement. Stéphane, du coup, ce qui est intéressant, c'est d'avoir ces questions en miroir et d'avoir l'avis d'un spécialiste en conseiller en stratégie tel que toi. Donc, quels étaient pour toi les défis que devait relever Entreprendre pour apprendre dans justement son plan de développement et comment vous y avez répondu avec votre méthodologie de conseil? Ouais, le défi, c'est 100 000. Hein.
100 000 bénéficiaires. Le challenge de ce défi, de cet objectif, de cette ambition, c'est qu'effectivement, Entreprendre pour apprendre, c'est une quinzaine d'associations régionales, extrêmement différentes les unes des autres, mais surtout extrêmement différentes les unes des autres aussi en termes de maturité. C'est-à-dire que dans ces associations, il y a des associations très matures qui existent depuis des années, qui ont déjà fait un travail exceptionnel dans leur région. Et puis, il y a aussi des associations régionales qui sont toutes neuves, toutes petites, avec très peu de ressources et qui commencent, mais qui sont assez peu avancées. Donc, le premier challenge, il est là. C'est-à-dire que effectivement, on peut définir ensemble une ambition commune, mais à un moment, il faut être capable à la fois de faire évoluer cette ambition en fonction de la situation dans la région. Parce qu'on peut pas, si on dit il faut tous doubler, par exemple, le nombre de bénéficiaires, ça va être très compliqué pour celles qui sont déjà grosses, et puis pas être très ambitieux pour celles qui débutent. Et puis adapter aussi les leviers pour atteindre cet objectif. Et je pense que c'est un premier outil, enfin un des outils qu'on a utilisé, cette notion d'évaluer la maturité des différentes associations, de les segmenter, pour identifier sur les différentes étapes de croissance d'une association régionale quels sont les leviers sur lesquels on veut agir et qui sont pas du tout les mêmes pour une association débutante versus une association mature. Après, effectivement, il y a plein d'outils stratégiques, théoriques qu'on met en pratique qui fonctionnent très très bien dans ce contexte. Donc c'est Étienne les a mis en œuvre. Mais toute la notion de choix stratégique ou de cascade de choix stratégiques, c'est-à-dire qu'il y a des choix stratégiques qu'on doit se poser en amont et puis d'autres qu'on doit se poser plus tard. Parce que si on commence par réfléchir à la solution et aux moyens, mais on s'est pas posé la question de l'ambition ou comme vous l'explicitiez tous les deux, en fait, d'abord, c'est quoi nos priorités territoriales, c'est quoi les audiences cibles qu'on veut prioriser. Et c'est quoi les établissements in fine qu'on veut prioriser, qu'on veut cibler. C'est difficile de mettre des moyens vraiment efficaces. Donc il y a toute cette notion qui est très importante. Après, clairement, il y a aussi des choses qu'on fait différemment, qu'on a fait différemment avec vous de ce qu'on fait avec des grandes entreprises, parce que il n'y a pas forcément les mêmes moyens, les mêmes données pour faire des analyses. Etc. Et puis surtout parce que la définition du succès, comme je le disais tout à l'heure, est peut-être un petit peu différente. Pour le dire plus simplement, il y a une définition de l'échec. L'échec, ça aurait été de construire un rapport, et que ce rapport, alors il y a quelques années, on disait rester sur l'armoire. Aujourd'hui, on dirait rester dans le cloud, mais voilà, que ce rapport se serve pas à grand chose. La définition du succès ici, c'était vraiment d'avoir de l'impact tout au long du projet et de s'assurer qu'on puisse ensemble engager les associations régionales et les emmener quelque part, commencer un trajet avec elles vers cette fameuse ambition des 100 000. Et ça veut dire beaucoup plus de co-création, beaucoup plus d'engagement avec les associations, que ce soit individuellement ou tout ensemble pour qu'elles partagent ensemble leurs idées et leurs bonnes pratiques. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qu'on fait bien sûr avec les grandes entreprises, mais sans doute beaucoup moins que ce qu'on a fait ensemble chez Entreprendre pour apprendre. Merci Stéphane. Et sur le plan de l'impact, selon toi, qu'est-ce que vous avez apporté à Entreprendre pour apprendre de façon très concrète dans leur façon de concevoir et de mettre en œuvre cette massification? Quand je regarde le travail qu'on a fait avec vous et ensemble, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y avait un besoin. Il y a une dimension projet. Il y a une dimension. Ok, on lance un projet ensemble et lancer un projet, lui donner un nom, créer une équipe projet, l'équipe cœur, avec des jalons, etc. Ça définit une dynamique.
Ça donne une énergie et ça permet de fédérer toutes les associations ensemble vers une même ambition. Donc ça, c'est pas forcément ce que nous on a apporté, mais je pense que c'est l'intérêt du projet aussi, et que en tant que consultant, on contribue aussi à former ensemble avec vous. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a cette notion que tu as évoqué, que vous avez évoqué tous les deux très très bien, qui est que à un moment, si on veut atteindre un objectif ambitieux, il faut adopter un certain nombre de standards. Alors, c'est des mots que j'ai essayé d'éviter au maximum en parlant avec vous pendant le projet, mais c'est des standards typiquement d'excellence commerciale. Hein. En fait, quand on veut recruter des établissements et que notre produit atteigne son marché, donc les mini-entreprises, il faut suivre un certain nombre de règles assez systématiques pour que ça fonctionne et pour que l'effort porte le fruit le plus efficace, quoi. Et je pense que c'est vraiment cette dimension en particulier, au-delà de tout le travail qu'on a fait ensemble sur l'ambition et sur les plans. Je pense que c'est une dimension effectivement où on a aussi contribué à amener Entreprendre pour apprendre et les associations à un autre niveau. Et aujourd'hui, après l'avoir, peut-être que tu vas en discuter, Léo, mais après l'avoir implémenté de façon plus précise au sein de deux associations, c'est aussi toute la dynamique qui s'engage vers beaucoup plus de professionnalisme et d'excellence dans cette approche pour déployer les mini-entreprises. Bon, Adeline, tu as compris, excellence commerciale pour augmenter la pénétration de marché. Je pense du coup, la même question aussi pour toi sur l'impact. C'est-à-dire toi, quel impact vois-tu après l'intervention de Moniteur Deloitte sur cette capacité à massifier votre action auprès des bénéficiaires ? En tout cas, par rapport aux régions, le premier objectif, c'était de les embarquer dans le projet. Maintenant, c'est de gérer leur frustration, parce que du coup, on a 2 régions pilotes qui ont voulu faire la phase 2 et qui ont été accompagnées. Donc, du coup, ils disaient pourquoi ? Et moi, quand est-ce que c'est ? Est-ce que ce sera avant septembre ? Et moi, je veux prendre date. Et quand est-ce que je suis accompagnée ? Donc, il y a vraiment un truc qui est inversé. Et puis, il y a un élan. En fait, soit on le fait en se disant ok, on va le faire et puis on laissera ça sur une armoire, soit on le fait en se disant attention, on a ouvert les vannes et puis après il va falloir aller jusqu'au bout. Donc je pense qu'il faut être prêt à être en capacité de transformation. Donc les régions, elles l'étaient, hein, et donc clairement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle réunion, ça bouscule, hein, parce que quand on réfléchit à l'efficience, on réfléchit aussi à son management. On a des idées préconçues en se disant là-dessus, je suis surstaffé. Finalement, peut-être que non. Peut-être que je peux réfléchir différemment. Peut-être qu'il y a des acteurs que je sollicite pas au bon endroit. Donc évidemment, ça crée beaucoup de mouvements dans les associations régionales et dans le réseau dans son intégralité. Donc nous, on a des équipes qui sont sincèrement formidables sur le territoire. On a une liberté de parole parce que comme on n'a pas de hiérarchie, si on fait pas d'intelligence collective, autant vous dire qu'on n'est jamais un réseau. Donc du coup, tout le monde a la parole très libérée. Et donc là, en effet, on est en permanence ok, maintenant, comment est-ce qu'on se met tous en ordre de marche sur cette excellence ? Comment est-ce que la tête de réseau devient aussi excellente qu'elle encourage les régions à l'être ? Donc l'impact, je pense qu'on n'a pas fini de le mesurer. Il est donc hyper concret avec une envie des régions de se professionnaliser. Donc on a démarré avec un chantier vraiment encadrant, puis du coup très vite on a dit quand est-ce qu'on traite de la question du mentor, et donc là aujourd'hui on gère les priorités et voir comment est-ce que on est aussi efficace dans la manière de déployer le plan. Et puis il va falloir assumer le fait que ça va modifier l'intégralité du réseau. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'une association qui voudrait pas y aller, elle pourrait dire mais moi je suis pas obligée, je suis indépendante, je fais ce que je veux. Aujourd'hui, quand il y a un désaccord, elle est plutôt de dire oui, alors dans Ambition 2023, je pense que ce truc-là, clairement, ce sera 25-26 quoi.
Donc il y a vraiment une appropriation, il y a un langage commun, et maintenant on est dans cette dynamique dont parfois évidemment on s'écarte parce que crise sanitaire, parce qu'il y a des choses qui se passent pas comme prévu, mais on parle toujours de ce truc-là, y compris pour dire on va pas faire exactement comme on avait dit qu'on allait faire dans Ambition 2023. Donc nous maintenant on peut plus ralentir parce que pour le coup sinon ça crée un désengagement des associations qui sont vachement en demande. Donc moi aussi j'arrête pas, je poursuis mes demandes du coup en cascade, ça ne s'arrête plus. C'est vrai qu'une des réussites majeures de votre intervention, Stéphane, c'est d'avoir réussi à créer ce projet collectif, cet élan national autour de ce projet d'impact, et qui fait qu'effectivement maintenant il n'y a plus une seule association qui fait dans son coin. C'est comment j'arrive à mener mon action autour du plan Ambition 2023. Je voulais terminer par une petite analyse de tout ce qu'on a fait ensemble et vous entendre dessus avant d'écouter Elisabeth Elkrieff. Mais j'avais juste une question à te poser avant, Stéphane. C'est sur la partie mobilisation des collaborateurs. Et je pense à toi, Étienne, et à Axel, le travail que vous avez fait est vraiment formidable. Vous avez eu un engagement, une écoute, un professionnalisme. Bravo à vous, vraiment. Et bon, c'est Stéphane qui va parler en ton nom du coup, mais c'est de savoir pour toi justement, tu l'as un peu évoqué au début, c'est qu'est-ce que retirent en fait tes collaborateurs de ce genre d'expérience, que ce soit d'un point de vue personnel et peut-être même aussi professionnel, puisque un peu plus de richesse avec une pluralité de clients, même si c'était tout à fait pro bono cette mission, mais voilà, qu'est-ce que ça leur apporte sur ces deux plans? On va presque plus laisser Étienne répondre, mais alors déjà c'est un projet passionnant hein, d'un point de vue purement intellectuel. C'est une superbe structure avec des problématiques très intéressantes. C'est ça pour ça que nos consultants font ce métier en règle générale. Hein. C'est de pouvoir travailler sur des sujets complexes à fort impact. Après, je pense qu'en termes de développement, la problématique d'engagement qui est très importante dans le cadre de ce projet les amène ou les a amenés sans doute à développer des soft skills un petit peu différentes et à se concentrer un peu plus sur cette dimension hein, qui est comment je travaille sur l'engagement, la co-création, le travail avec plutôt que je me focalise sur l'analytique. Et ok, j'ai fait mon analyse, maintenant ça y est, j'ai fait mon travail et c'est terminé. Là, on est beaucoup plus sur l'appropriation par les associations. Ouais. Et ça demande pour les consultants un travail sur leurs soft skills. Voilà, donc ça c'est un point important. Je pense que en règle générale, de toute façon, c'est un projet sur lequel c'est un bonheur pour les consultants de travailler, un bonheur du coup pour l'associé parce qu'on sait qu'ils sont super impliqués. Alors, ils travaillent déjà beaucoup, mais là encore plus, parce qu'ils sont passionnés par le sujet, et puis qu'ils sont fiers de contribuer au projet Entreprendre pour apprendre, et fiers de l'impact qu'ils ont à travers ce travail et à travers Entreprendre pour apprendre. Merci Stéphane. Et merci Étienne. Avant de laisser la parole à Elisabeth, donc je vous dis, j'aimerais vous donner un peu moi mon regard sur le travail qu'on a fait ensemble. Et alors vous laissez réagir 30 secondes parce que bien sûr on est un peu en retard. Je trouve vraiment que ensemble, par cette approche de l'aventure philanthropie, on a trouvé on a créé un mode d'action que je qualifierais d'innovant. Déjà qui est marqué par ce travail en deux phases. Tu l'évoquais, il y a eu cette première mission de moniteur de loi sur la construction des plans stratégiques. Et après, une deuxième phase qui a été de plonger dans les territoires pour accompagner justement 2 associations régionales à la réalisation de ce plan. Et un deuxième élément qui me paraît très important, qu'on a touché du doigt, c'est l'intégration d'une collaboratrice d'Entreprendre pour apprendre France et de moi-même, donc de la Fondation Alpha Omega, dans l'équipe conseil. C'est-à-dire qu'on a vraiment travaillé avec les consultants à cadrer le besoin, à rédiger tout ce qui est guide d'entretien, à passer les entretiens, à travailler sur les recommandations. Et ça, c'est vraiment une structuration de l'action qui me semble vraiment puissante et qui pour moi était vecteur d'un triple impact.
Le premier, c'est finalement ce travail au plus près du terrain qui a permis une très bonne appropriation des équipes de l'association aux recommandations de moniteurs de Deloitte. Le deuxième point, c'est cette capacité très rapide en fait de la tête de réseau d'avoir cette activité de soutien aux associations régionales. Et le troisième point, c'est la faculté de la Fondation Alpha Omega d'accompagner immédiatement l'association dans la réalisation et le suivi de la mission de moniteur de Deloitte. Donc moi, c'est vraiment ce que je retiens de ce travail et cette construction qu'on a fait ensemble. Est-ce que vous voulez réagir brièvement là-dessus? Peut-être un petit point, en fait, il y a une notion d'horizon de temps. C'est-à-dire que de notre côté, par construction, notre intervention est courte. Et donc, par définition, être capable de s'appuyer pendant notre intervention sur Alpha Omega, sur Entreprendre pour apprendre, et ça, pour qu'il y ait par la suite un suivi et une continuité, c'est clairement un facteur clé de succès. C'est absolument indispensable parce qu'effectivement, sinon, le soufflet se dégonfle malheureusement et l'impact n'est pas au rendez-vous. Et en 30 secondes, ouais, je pense si on le fait, il faut le faire à fond. Parce qu'on dit que finalement la mission était courte, mais elle était quand même quasiment, plusieurs mois à temps plein. Et donc nous, 3 mois et demi. Ouais, on s'est dit c'est vraiment une chance, quoi. Et ensuite, c'est vrai que si les associations tendent à se transformer, et c'est tout le travail de la fondation, et à vraiment essayer de massifier leur action, c'est tout l'écosystème qui se modifie, parce que là on parle de l'accompagnement des régions, mais aujourd'hui on a une personne qui accompagne les régions, il y a 15 associations régionales, donc évidemment il faudrait que potentiellement il y ait plus de monde, et donc dans tout l'écosystème il faudra aussi comprendre que si on veut des associations fortes, et c'est vraiment toute la philosophie qui est portée par la fondation, c'est qu'il y a des gens qui travaillent à accompagner les gens, qui accompagnent les bénéficiaires. Et que du coup, on ne pourra pas uniquement flécher vers le bénéficiaire si on veut une professionnalisation et une massification. On se pose les mêmes questions que n'importe quelle autre structure qui ne fait pas que produire, qui réfléchit, qui anticipe, qui innove, qui mesure, etc. Et donc, on attend ça des associations, mais elles n'ont pas toujours les moyens de le faire. Donc là, c'est vrai que c'est une chance d'avoir et un suivi humain significatif et évidemment des financements, mais c'est tout le milieu de l'intérêt général qui aussi doit évoluer si on veut que les acteurs associatifs prennent toute leur place. Merci à vous deux pour votre témoignage. Bravo à Deloitte pour son engagement et Adeline, félicitations pour tout ce que vous faites pour les jeunes. C'est incroyable. Moi, tu sais que je suis votre premier fan. Je vais demander maintenant à Madame Elisabeth Elkrieff, la directrice générale de la Fondation Alpha Omega, de venir conclure ces échanges. Bon, merci beaucoup Léo, merci à tous, bravo. Donc là, vous venez d'assister un peu à ce qui se passe sous le capot du travail qu'on fait avec les associations. Moi, je voulais juste remettre un peu en perspective ce qu'on fait. Donc, la première chose, c'est que on croit fondamentalement au fait que les associations, dans le cadre d'une alliance éducative, je tiens à le redire, donc en partenariat avec l'éducation nationale, avec les acteurs éducatifs autres que les associations, avec les parents, font partie de cet environnement qui peuvent aider l'enfant à réussir scolairement. Donc évidemment, comme le disait Maurice, si on peut agir de façon préventive, c'est mieux. Si on doit remédier, et c'est pour ça qu'on accompagne les missions locales, c'est ce qu'il y a à faire de toute façon pour essayer de régler le problème, parce qu'on parle quand même de 2 millions de jeunes en grande difficulté scolaire à risque de décrochage qui sont encore à l'école, et 1,5 million de jeunes qui ont décroché. Donc ça fait quand même un problème sociétal énorme. Donc ça m'amène à mon deuxième point, qui est que il faut absolument concentrer les ressources humaines et financières sur les acteurs clés qui œuvrent dans cette optique d'éradiquer le décrochage. Donc c'est la philosophie de l'aventure philanthropie, c'est de dire malheureusement si on se remet à accompagner tout le monde, et l'univers associatif est très 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 large, il y en a des petits, des moyens, des gros, tout le monde a besoin de faire et a certainement une pierre à l'édifice à apporter, mais nous on a essayé de prendre le problème avec une philosophie qui était on a des moyens limités, mais surtout
il faut limiter les moyens dans la mesure où on va pas recréer des dispositifs publics pour chaque problème qui se pose. Et de ce fait, on a sélectionné un nombre d'acteurs limité, puisque nous on en a que 7. Peut-être qu'évidemment on peut en rajouter, et ça n'enlève en rien le mérite et l'importance des acteurs locaux. Mais pour résoudre un problème sociétal clé, avec des moyens limités, et de l'engagement fort, et bien évidemment, il faut concentrer les ressources sur les acteurs. Et nous avons fait un gros travail de sélection parce que la philosophie, c'est de dire que nos associations sont les solutions partielles à côté donc de l'école et des parents au moment charnière de risque de décrochage scolaire en prévention. Et évidemment, on a le cœur du réacteur quand les gens ont déjà décroché. Donc, il me semble aujourd'hui que c'est quand même quelque chose qui doit être compris, parce que c'est pas la même chose de vouloir accompagner une association parce qu'elle nous plaît, parce que son action nous intéresse, parce que les personnes à qui on a eu affaire sont formidables. On a tous cette tentation. Nous, toute la journée, on est contacté par des gens extraordinaires à qui on a envie de donner un coup de main ou qu'on a envie d'accompagner. Et le fait de vouloir régler un problème et de garder le cap, parce que c'est un boulot de vouloir régler un problème. Et globalement, tout le monde doit mettre sa pierre à l'édifice, mais de façon construite. Et finalement, il y a des trésors d'engagement en France, il y a des trésors d'engagement qui ne demandent qu'à se déployer dans les entreprises, et il y a beaucoup de financement finalement. Si tout le monde focalisait les financements qui distribuent de part et d'autre avec pour des raisons X ou Y, qu'elles soient opportunistes ou structurelles, etc. Mais si il y avait une vraie mobilisation autour d'un thème et qu'on essayait de le résoudre, moi je pense que ce serait intéressant de tester le fait d'allier tous nos forces sur un nombre d'associations limité pour résoudre un problème sociétal donné et de voir si ça marche. Et ensuite, si ça marche, ce serait extraordinaire. Si ça marche moyennement, il faudrait améliorer comme d'habitude. Si ça marche pas, eh ben nous on repensera le modèle, on se réinventera. Mais en fait, si ça marche, soyons positifs, eh ben on pourrait répliquer ce modèle sur d'autres problèmes sociétaux. Voilà. Et donc, et pour ceux qui aiment très profondément les petites associations, moi j'ai une solution. C'est le concept de franchise sociale. C'est de dire aux petites associations dans l'éducation, de leur dire, écoutez, bien sûr, gardez votre spécificité et votre façon d'agir, mais potentiellement, pour que l'argent ne soit pas complètement saupoudré sur des milieux de trucs dont on comprend pas si ça a vraiment un impact sur les bénéficiaires finaux, eh bien, si vous aimez vous intéresser à l'école primaire, par exemple, eh bien, distribuez le produit éducatif et faites en sorte de le distribuer dans un cadre où l'action éducative est extrêmement représentée et extrêmement valorisée par de grandes associations que l'État a regardé de très près en termes de programmes éducatifs, que des gens comme Alpha Omega accompagnent en termes de structuration, ou des gens comme Deloitte, parce que ça veut dire que chaque euro engagé financièrement ou en compétences est maximisé en termes d'impact social. Voilà, donc je sais que vous trouvez certainement que vouloir éradiquer le décrochage scolaire, c'est très ambitieux, mais moi je pense profondément que si il y a alliance autour de cette volonté, c'est possible. Et puis ça peut aller vite, puisqu'il y a 100 000 décrocheurs qui sortent par an. Si déjà il y a curieusement 100 000 enfants qui sortent du primaire sans maîtriser les fondamentaux. Donc si chaque année on passe de 100 000 à 30 000 enfants qui maîtrisent pas les fondamentaux, ben, ça veut dire qu'on a déjà divisé dans 10 ans le décrochage scolaire par 3. Donc ça peut aller très vite en agissant en prévention. Voilà, merci beaucoup pour votre venue. Merci Elisabeth.
Donc effectivement, Elisabeth, l'action de la Fondation, en tout cas sur sa stratégie d'accompagnement, elle est basée sur trois éléments. C'est l'action à un moment charnière de décrochage, c'est la capacité de l'association à pouvoir se massifier, à scale up, comme on dit dans la Startup Nation, et le troisième point, c'est l'impact. Et quand on a ces trois-là, c'est l'idée, voilà, c'est de porter pour massifier leur action. Voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Est-ce que vous souhaitez réagir, poser des questions à nos intervenants, à Adeline, Stéphane, moi-même, Elisabeth? Voilà, le micro est à vous. The floor is yours. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Moi, je m'appelle Jacques Schramm. Je voulais rebondir sur le décrochage scolaire. Parce qu'il se trouve que j'ai une fondation d'entreprise, notre PME, qui dure depuis 12 ans maintenant, qui a des moyens beaucoup plus petits que les associations qui ont été évoquées, mais qui forment quand même 50 000 jeunes par an, essentiellement sur le décrochage scolaire et puis le plan sciences de l'éducation nationale. Donc ce que je voulais dire, c'était que pour avoir côtoyé les gens de l'éducation nationale pendant 12 ans, j'ai appris des choses. Et au début, on savait pas trop ce qu'on devait faire, vers quoi aller, et en fait, on s'orientait un peu tous azimuts vers le primaire, vers le secondaire, etc. Et en fait, les profs, les inspecteurs d'académie, tous nous tiraient vers le primaire. Donc, ce qu'on a compris en tant que non spécialiste au début, c'est que en fait, les enjeux du décrochage scolaire sont dans le primaire, et que si on veut travailler sur les causes, c'est là qu'il faut agir. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir sur les cycles secondaires et autres, parce que effectivement, ça peut être très très bien d'accompagner des jeunes qui décrochent dans les phases ultérieures, mais disons que dans l'approche de conseil, nous aussi on est consultants, ce qui est très important aussi, c'est le diagnostic. Si on parle de décrochage scolaire, ça se joue où est-ce qu'il faut agir, quand est-ce qu'il faut agir et comment, si on veut vraiment avoir de l'impact. Et en tout cas, donc... ce que moi j'ai compris, c'était qu'il fallait qu'on soit d'abord dans le primaire. Et donc, moi, mon questionnement, ça serait pour les acteurs qui veulent se repositionner un petit peu plus vers le décrochage scolaire, c'est comment ils font. Voilà, où est-ce qu'ils agissent et sur quel niveau de l'éducation nationale pour que ça ait vraiment un impact. Parce qu'effectivement, les chiffres, je rejoins madame, sont assez impressionnants. 50 000 jeunes formés, ça paraît beaucoup, mais en fait, c'est rien par rapport à peu près à 10 millions de jeunes qui sont formés par an par l'éducation nationale, dont sans doute quelques dizaines de pourcents, quelques millions qui sont en milieu plus difficile. Et 1,5 million qui sont peut-être en voie de décrochage scolaire, on est encore dans des chiffres dans ce qu'on fait qui sont tout petits, quoi, qui relèvent du pourcent, quoi, à peu près, ou de 0,5% ou de 2% quand on est très bon. Donc ça veut dire qu'il faudrait, dans l'idéal, se poser la question aussi, si on parle d'ambition, comment on peut être à 10%? Non pas à 1% ou à 2%, mais à 10 ou à 15%, si on veut vraiment adresser. Et là, ça pose la question de comment on fédère aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'initiatives, mais extrêmement hétérogènes. Et donc, à la fin, effectivement, tout ça n'est pas coordonné. Et puis, dans les projets, nous, on a payé pour le voir au début. Au début, on conçoit un projet qui est très mal conçu. Donc, on déploie, on met des moyens qui, en fait, servent à pas grand-chose parce que le projet est mal fait. Donc, on pourrait penser déploiement, mais ça servira à rien parce que de toute façon on déploierait quelque chose qui est mal conçu. Donc le sujet, c'est aussi quand il y a le diagnostic est fait, c'est d'avoir le bon concept aussi pour que chaque euro dépensé soit le plus efficace possible socialement, sociétalement. Et là pour le coup, il y a sûrement plein d'associations ou de fondations qui mériteraient de repenser un petit peu leur business model voilà, le deuxième sujet, c'est la fédération, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'argent qui peut exister, mais qui est pas toujours dirigé dans les bonnes directions, quoi. Merci beaucoup. Effectivement, la prévention d'échecs scolaires, c'est un enjeu clé. Elisabeth, tu veux dire 2-3 mots dessus? Je crois que, en effet, alors pour répondre peut-être un peu plus précisément, donc nous, les moments charnières qu'on a identifiés, pour le parcours du jeune, si ça peut intéresser ou éclairer, peut-être tout le monde le sait dans la salle, mais je le dis. Donc évidemment, c'est la petite enfance. Donc nous, on commence à partir de la grande section
par l'association Coup de pouce, mais on pourrait commencer beaucoup plus tôt. Il y a des gens qui disent qu'il faut commencer à la crèche, etc. Enfin, quand les gens commencent à acquérir le langage, puisque en fait, pour être capable de lire et écrire, il faut déjà avoir entendu les mots, donc il faut associer phonème et graphème. Donc nous, on a une association en tout cas qui est extrêmement intéressante, qui s'appelle Coup de pouce, qui est la plus grosse en termes de décrochage scolaire précoce et qui accompagne 10 000 enfants sur 100 000 qui pourraient être concernés. Hein, donc ça fait 10% de la cible. Et on aimerait bien, franchement, que Coup de pouce arrive à 50 000 enfants. Ça nous paraîtrait extrêmement transformateur pour la société. Alors après, je crois que les autres moments charnières, donc comme vous le disiez, une fois qu'on a acquis les fondamentaux, on est pas mal quand même. Enfin, en tout cas, déjà, ne pas maîtriser les fondamentaux, ça vous, à mon avis, ça vous mène avec quasi certitude à la case décrochage, hein, pour être clair. Hein, parce que dans une société comme la nôtre, ne pas maîtriser les fondamentaux, c'est quand même particulier. Et après, vous avez la problématique des autres raisons et formes de décrochage si on exclut, on va dire, l'illettrisme. Et donc nous, on la caractérise par les moments charnières, qui sont des moments très périlleux pour l'enfant, de passage primaire-collège, collège-lycée et début d'études supérieures. Donc ce sont des moments qui sont liés évidemment au fait de changer du changement de structure d'accompagnement de l'enfant, notamment entre le primaire et le collège. Mais je crois, par exemple, là ici, vous avez la directrice générale de Énergie Jeune, qui est la plus grosse association qui intervient au collège et qui justement intervient pour la motivation intrinsèque et la persévérance scolaire de toutes les années collège pour apprendre à aimer apprendre, pour faire court. Et ce que je trouve majeur dans ce qu'ils font, enfin nous c'est la raison pour laquelle on les a sélectionnés, outre le fait qu'ils touchent 120 000 bénéficiaires, donc ça me permet d'ailleurs de rebondir sur un point que je n'ai pas dit tout à l'heure et je le regrettais amarement dans mon coin, qui était qu'il faut se rendre compte que nos associations c'est des énormes organisations, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'elles sont non-profit que ce sont pas des organisations très très importantes qui ont parfois 50 antennes régionales, qui ont des salariés, qui gèrent des milliers de bénévoles par an. Et en fait, on n'est pas dans le cadre du bricolage de la dame ou du monsieur qui, à la sortie de son église ou de sa synagogue ou de sa mosquée, a envie d'aider le monde ou de changer le monde. On est dans un univers, comme le disait monsieur, très professionnel. C'était pour répondre à votre point, c'est-à-dire que le projet, ils l'ont pensé, la preuve, la proof of concept, ils l'ont. Parfois, ça fait 20 ans qu'ils exercent, et s'ils sont encore là, c'est qu'ils délivrent. Et donc, on n'est pas du tout dans je me pose des questions, je veux changer le monde, et ce matin, et puis on va voir si ça marche, et puis on va faire une étude d'impact, et on va se rendre compte finalement c'est pas mal, mais ça te casse pas trois pattes à un canard, et finalement on va essayer de réorienter son action, etc. Là, on est vraiment dans des gens qui agissent et qui sont efficients dans les endroits qu'ils ont choisis. Donc, pour revenir à Énergie Jeune, en fait, les années collège, pour passer à la transition, le vrai risque de décrochage scolaire, pour moi, il est lié au fait que cet âge du collège et du début du collège, c'est l'autonomie du jeune qui se met en place et où, en fait, il a énormément de sollicitations externes, qu'elles soient liées à l'adolescence, à la sexualité, à la découverte des copains, à l'autonomie personnelle, etc., qui fait que l'école est une attraction parmi d'autres si c'est une attraction. Et donc, s'il ne retrouve pas de motivation intrinsèque pour les études, s'il ne comprend pas pourquoi ça peut servir, vous en perdez pas mal en chemin. Donc, il n'y a pas que l'illettrisme qui est une source de décrochage, il y a aussi les sollicitations externes. Après, la troisième association dont je voulais parler, c'était Elisabeth, juste en très peu de temps pour laisser la question. Je fais court. Alors, il y a l'orientation, qui est un moment charnière de risque de décrochage scolaire, qui est que si on rate son orientation, on va encore plus s'embêter à l'école et on se projette plus. Et après, il y a curieusement l'arrivée dans les études, où on croit que parce qu'on est passé de l'autre côté de la barrière et qu'on fait des études, qu'elles soient techniques ou généralistes, eh bien, on est sorti d'affaires. Eh ben, pas du tout.
Parce qu'en fait, c'est un moment extrêmement périlleux, là aussi, où globalement, on a la possibilité de se tromper. Si on a mal choisi, on rebondit pas. Et quand on vient d'un milieu modeste et que les gens se sont serrés la ceinture que pour que vous fassiez des études, on vous redonne pas une deuxième chance pour aller travailler. On vous demande d'aller travailler si vous pouvez, d'ailleurs. Voilà. Pardon pour la longueur. Je me suis emballée sur Énergie Jeune, c'est parce que j'ai vu Catherine. Merci, Elisabeth. Est-ce qu'il y a d'autres réactions, peut-être ? Catherine Ozon, Énergie Jeune. J'avais une question pour Stéphane sur la rapidité, puisque au démarrage, vous avez dit que l'échelle temps était peut-être pas tout à fait la même avec ce que vous faites habituellement sur des entreprises plus classiques. Je pense que nos associations sont presque des entreprises. Est-ce que c'est le cas finalement ? Est-ce que vous vous dites aujourd'hui, que vous commencez à travailler avec nous, c'est plus long et c'est très différent, ou est-ce que vous vous dites, comme tu l'as sous-entendu, et je suis pas loin de penser la même chose, finalement c'est des organisations comme les autres, et si on les accompagne, la transformation elle est possible et elle est rapide. Est-ce qu'il y avait un gros écart ? Non, je pense pas que ce soit plus long. Je pense même que ça peut être plus rapide parce qu'il y a quand même beaucoup plus d'engagement individuel dans une association comme les vôtres plutôt que dans une grande entreprise où finalement, bien sûr, il y a des gens motivés, hein, et puis il y en a d'autres qui sont un peu moins motivés, donc ça fait un peu plus lent. Donc je pense pas que ce soit plus long. Je pense par contre effectivement qu'il faut, en tout cas dans le cadre de ce type de projet, bien réfléchir sur comment on emmène les choses et comment on réalise les travaux pour s'assurer que ça fonctionne. Parce que je pense qu'effectivement, si ça fonctionne pas, si imaginons qu'on ait loupé le travail qu'on avait fait ensemble parce qu'on n'avait pas compris les enjeux et compris les bons moyens d'engagement des équipes, je pense qu'après, pour le coup, c'est plus difficile de reconvaincre des associations régionales et les hommes et les femmes qui en font partie de se réengager dans un projet comme celui-là. Donc il faut vraiment en amont prendre le temps de bien réfléchir à comment on le fait et comment on fait en sorte que ce soit un succès. Déjà, merci pour l'organisation de cet événement et bravo pour toutes vos actions. Moi, j'avais une question parce que vous avez parlé de plusieurs associations que vous accompagnez, mais pas toutes encore. Est-ce que dans les leviers que vous aviez identifiés pour lutter contre le décrochage, la diversification peut-être des modes d'éducation, c'est quelque chose que vous aviez, alors en travaillant avec des associations qui sont très proches du ministère de l'Éducation, c'est peut-être plus difficile, mais est-ce que c'est quelque chose que vous voyez grossir ou pas du tout, un mode d'intérêt qui serait différent des élèves, des étudiants ? Je prends la question. Je crois qu'en fait, ce qu'on n'a peut-être pas dit tous autant qu'on est, c'est que les modes d'éducation des associations sont justement différents de ceux de l'éducation nationale. C'est-à-dire que les nouvelles façons d'enseigner, les nouvelles façons de comprendre, par exemple, entreprendre pour apprendre, c'est de la méthode projet en diable, avec un enfant qui arrive, qui a toujours détesté l'école. Je caricature à dessein, mais un enfant qui a toujours détesté l'école, à qui on demande d'avoir une idée, d'acquérir une méthode et de déployer cette idée en groupe avec ses camarades pour créer un produit, aller le vendre, ouvrir une entreprise et la clôturer. Vous avez des gosses qui comprenaient rien à rien du début au début, qui à la fin vous disent cette expérience a changé ma vie parce que je pensais que je valais rien et maintenant j'ai compris qu'avec une bonne idée et grâce à la méthode Entreprendre pour apprendre, moi je peux faire ce que je veux de ma vie et d'ailleurs 50% d'entre eux deviendront entrepreneurs s'ils le souhaitent. Et donc typiquement la méthode qui a été appliquée là, c'était pas celle de l'école parce que celle de l'école lui convenait pas forcément, mais ensuite cette même personne vous dit que elle a compris à quoi servait l'école et elle va y être beaucoup plus attentive parce que pour elle, elle va y trouver des éléments qui lui seront très utiles. Et donc, je viens de donner un exemple, mais là, je pense que Léo m'assassine, mais toutes nos associations ont des méthodes uniques
Énergie Jeune ici présent va développer la motivation intrinsèque par des méthodes qui lui sont propres, des vidéos, des machins, des trucs. Vous avez Coup de pouce qui fait justement à côté de l'école autre chose de façon à ce que, etc., etc. Donc vous posez la bonne question et c'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça qu'elles sont si complémentaires de l'école, c'est qu'elles sont capables à la fois de proposer des méthodes différentes et d'être à la fois agiles et spécifiques. C'est-à-dire elles sont capables de s'adapter à chaque élève et de faire évoluer leur méthode en permanence si jamais c'est plus utile ou l'école fait quelque chose et donc elles vont compléter par autre chose, etc. Je sais pas si ça répond à la question. Merci. Ah oui, oui. Enfin pour moi là aujourd'hui la place donnée à ces associations, elle est extrêmement hétérogène. Aujourd'hui, elles sont pas assez connues pour certaines. Pour moi. Aujourd'hui, elles résolvent. En fait, vous posez quand même une autre question qui est à qui s'adressent ces associations. Donc, ça veut dire qu'il faut cibler les élèves qui en ont besoin. Donc, ça, c'est un travail qui devrait être fait par les ministères, de mon point de vue. Donc, il faudrait arriver à créer des passerelles. Il faut que les enseignants eux-mêmes se disent il y a un certain type de problème où j'ai besoin d'aide, ou en tout cas, le complément d'une association est extrêmement positif pour moi, pour l'élève et pour les parents de l'élève. Et en dernier lieu, moi je crois qu'il devrait en effet y avoir une forme de communication beaucoup plus importante pour que le citoyen lambda sache quelle association fait quoi et à quoi ça peut servir pour ses enfants. Enfin pour moi c'est un tiers éducatif qui est encore pas complètement reconnu à sa juste valeur. Et je compléterai juste, et je vais clôturer parce qu'on avait jusqu'à 10 heures, mais c'est comment toutes ces associations-là peuvent être un vrai partenaire des établissements scolaires et de renforcer ce lien. Pour revenir sur le terme business, pour ancrer les choses, c'est vrai, c'est que les établissements scolaires sont le client de ces associations et comment, bon, si je me ramène sur le champ social, les associations sont en capacité de créer un vrai projet éducatif avec ces établissements scolaires. Et la clé, elle est là, et on se rend compte que des fois, même sur des grandes associations comme Entreprendre pour apprendre, qui est un dispositif dans une école, l'association n'est pas vraiment connue. L'association ne connaît pas l'impact global de cette association, le fait qu'elle a un envergure nationale, qu'elle ait un modèle éprouvé. Et ça, généralement, c'est des fois juste le projet de l'enseignant et pas de l'école. Donc, je répondrai sur le fait qu'il y a un travail vraiment à faire, à porter, entre la relation qu'il y a entre les associations et les partenaires scolaires. Voilà, écoutez, je vous remercie énormément de votre venue, d'avoir écouté nos intervenants. Je remercie Adeline et Stéphane de leur participation. On vous souhaite une excellente journée et on espère à bientôt pour les prochaines éditions des matinales de l'Aventure Philanthropie. J'en ai pas.